Bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Lift Talk qui est toujours en bonne compagnie. Aujourd'hui dans l'émission Street Makers, j'ai un invité que j'ai hâte de vous présenter. Mais avant ça, c'est toujours la même chose. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter et partager ce podcast pour nous donner de la force, nous motiver à continuer à faire plein d'émissions super intéressantes comme aujourd'hui. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Instagram, sur Live Trainer, le YouTube aussi Live Trainer. Donc ce podcast est disponible sur Spotify et sur YouTube. Donc voilà, globalement, on a aussi une formation pour les futurs coachs en streetlifting qui s'appelle Live Trainer Global. Donc vous pouvez en savoir plus aussi sur Instagram. Et donc aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Comment tu vas, mec ? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Eh bah, moi aussi, je suis vraiment impatient d'en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours, et puis aussi parler un peu plus du sujet du jour, parce que vous avez vu le titre du podcast, c'est nutrition et streetlifting. Donc c'est vraiment un truc, je trouve, qui est pas souvent abordé. On parle beaucoup de la programmation, de la technique, mais dans notre sport de force, c'est encore plus sûrement que d'autres, certains autres. La nutrition, la composition corporelle est vraiment cruciale. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc déjà, dans un premier temps, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, peut-être les diplômes que tu as passés, tes spécialisations, comment aussi tu t'es intéressé au streetlifting au fur et à mesure du temps, parce que je sais que tu travailles avec aussi d'autres sportifs dans d'autres sports. Donc voilà, déjà, dis-nous-en un peu plus sur toi, Mathieu. Alors, mon parcours il a été un peu particulier. J'ai commencé avec une licence en nutrition du sportif, donc à Paris. Et j'ai directement. Alors, j'étais un très mauvais élève quand j'étais au lycée, collège-lycée. J'étais un très mauvais élève, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je suis arrivé en nutrition du sportif et en licence et j'ai adoré. J'ai découvert en fait ma passion sur comprendre le corps humain. Je pensais sincèrement pas continuer mes études après et en fait, je suis tellement tombé amoureux de la science que j'ai décidé de poursuivre après sur un master en biologie, santé, nutrition. Donc à Clermont-Ferrand, qui est aujourd'hui l'une des écoles qui fait le meilleur master en biologie, santé, nutrition de mon point de vue. Et suite à ça, j'étais dans la recherche de faire un doctorat en nutrition. Donc ça prend du temps, c'est toujours dans les starting blocks, mais ça prend beaucoup de temps. Donc sur les diplômes, c'est un petit peu mon parcours en nutrition qui a été un petit peu chamboulé par ces diplômes-là. Ça fait maintenant à peu près 8 ans que je travaille dans la nutrition. Je fais aussi beaucoup de consulting scientifique. Donc, c'est important que je le répète, mais je suis très lié à la science, mais pas que. C'est-à-dire que je fais beaucoup de recherches scientifiques, je passe beaucoup de temps à lire les études, je discute avec beaucoup de chercheurs sur un type d'alimentation spécifique. J'y reviendrai peut-être sur une de mes spécialités, mais c'est pas trop ce qu'on va aborder aujourd'hui, je pense. Et je travaille aussi beaucoup pour les sportifs. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'en suis arrivé à travailler avec les sportifs, c'est que j'ai toujours adoré le sport. Ça fait d'ailleurs maintenant à peu près 10-11 ans que je pratique le streetlifting, entre guillemets. Euh, Ça a toujours, en fait, le streetlifting m'a toujours permis de travailler mes sports à côté. Donc, en fait, c'était un petit peu ma prépa. Je faisais beaucoup d'escalade à l'époque. Là, maintenant, je fais beaucoup de surf. Donc, c'était très, en fait, cohérent avec le streetlifting. Et quand j'ai décidé de me lancer un petit peu dans la nutrition, je me suis dit, ça fait sens de travailler avec des streetlifters. J'ai commencé avec les surfeurs aussi. Donc, je suis très lié avec les surfeurs, j'ai des basketteurs. J'ai touché un petit peu à beaucoup de sports, mais principalement streetlifter et surfeur. Le streetlifter est un athlète que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que il y a une vraie discipline, il y a un vrai intérêt. Même si, comme tu l'as dit, la nutrition, c'est pas le premier abord. On va pas penser nutrition quand on va penser streetlifting, mais de mon point de vue et de mon expérience, la majorité des streetlifters sont très intéressés par. Tu leur dis performance, il y a une petite ampoule qui se déclenche dans leur tête. Ils disent ah tiens, ça c'est pas mal, ça, petite performance.
Donc, c'est une population de sportifs super intéressante à travailler. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivé à travailler avec la nutrition et les streetlifters, et là où on est aujourd'hui en podcast sur la nutrition et le streetlifting. Ok. Bah, merci pour cette présentation. Moi, je connaissais déjà une partie, Mhm. mais j'en ai appris aussi davantage. Donc là, vraiment, l'objectif de l'épisode, ça va être démystifier la nutrition, mais surtout, en fait, ne pas la corréler uniquement à la performance, mais aussi au bien-être et à un équilibre global, parce que on lit souvent nutrition et diète. Et diète, Ouais. c'est très connoté régime, restriction, pas, enfin, des aliments qui vont pas être très bons peut-être à manger, des trucs comme ça. Donc là, aujourd'hui, ça va être un petit peu ça. Ouais. Et se réconcilier un petit peu avec en fait la bouffe, quoi. Donc, sur la partie 1, le rôle de la nutrition en streetlifting, pourquoi la nutrition est trop souvent sous-estimée dans ce sport, d'après toi? Alors, c'est très intéressant, et je vais revenir juste sur une petite phrase que tu as dit sur les connotations, en fait. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui dans ce podcast, je vais essayer de ne pas créer d'injonction sur l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément à travers les réseaux. Créer des injonctions ne va pas nous aider en fait à avoir une meilleure alimentation. Donc, je vais essayer aujourd'hui de ne pas créer des injonctions et de ne pas créer des schémas un peu vicieux avec l'alimentation. Donc, je vais toujours parler de positif. Je vais toujours essayer d'être positif. Maintenant, pour ta question de pourquoi la nutrition est trop souvent sous-estimée, alors là, ça va être un avis personnel. J'ai l'impression qu'on nous apprend pas vraiment à mesurer l'impact de l'alimentation sur nos vies et à ressentir et à corréler un sentiment ou une sensation à notre alimentation. C'est pour ça que j'ai l'impression que on sous-estime trop souvent l'alimentation parce qu'on s'en rend pas compte. On se dit pas, tiens, je suis fatigué parce que j'ai mangé ça avant. Ou tiens, je suis plus performant parce que j'ai pris une collation. Donc en fait, c'est important de lier les deux, les sensations et l'alimentation en elle-même. Donc, de mon point de vue, je pense que c'est pour ça que c'est trop souvent sous-estimé. Et en général, quand on met des changements en place, la majorité, très grande majorité des personnes avec qui je travaille me disent « Ah, mais c'est incroyable, je ne pensais pas que ça pouvait me faire ça. » Et en fait, c'est parce qu'on a lié une sensation à une alimentation. Donc, c'est un petit peu, c'est long aussi, les changements sur l'alimentation. Ça peut prendre du temps à avoir des impacts. Or, problème un petit peu de gros déficits, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi quelque chose que je voulais parler qui est pour moi les points fondamentaux à avoir pour une bonne santé. Et c'est important qu'on parle de ça, on parle de performance, mais en tant que professionnel de santé, mon objectif, ce sera toujours la santé en premier. On a 4 piliers pour moi à maîtriser, ou en tout cas à s'intéresser et à essayer de changer ou d'adapter pour avoir une bonne santé. Un entraînement, donc on a besoin d'une activité physique, un bon sommeil qui est essentiel pour avoir une bonne récupération, des bonnes performances, une bonne santé, une bonne alimentation et une bonne psychologie. Donc pour moi, c'est les 4 piliers qui font que on va avoir une bonne santé, et l'alimentation fait partie de ça. Et justement, on a souvent tendance à se dire, ok, peut-être qu'on ne l'a pas mis en avant comparé aux autres. Voilà un petit peu mon avis sur cette question. Ok, bah moi je te rejoins aussi pas mal sur ce que tu as dit au début, c'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience de l'impact que peut avoir l'alimentation, notamment sur l'état psychologique, Mmh. etc. Et en fait, pour eux, l'alimentation, c'est juste des calories et basta. Ah, Donc, aïe. Là, en tu as fait, touché le point, les calories, c'est mon petit, mon bouton rouge dans la ouais. tête. Ça s'allume et ça fait: «Ouh là là, j'aime pas trop ça». Mais je reviendrai d'ailleurs, sur les calories. Et donc ouais, voilà, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Je pense qu'aussi, il y a ce manque, cette méconnaissance et cette prise de conscience aussi qui est pas présente, puisque la population streetlifting aussi est assez jeune. Et je Mmh. trouve que l'alimentation, on s'y intéresse en fait finalement assez tard.
Et souvent, quand on est confronté à des problématiques, quand Mhm. tout va bien, quand tu es dans la force de l'âge, bon, tu te préoccupes pas trop de l'alimentation, de la qualité de ton alimentation. Tu vas plutôt manger des calories. Voilà. Je ferme le C'est ex- truc. exactement ça. Et donc sur la deuxième chose, c'est différence entre nutrition santé et performance et esthétique. Donc là, il y a trois volets. Mhm. Est-ce que toi, tu considères que il y a trois approches vraiment peut-être qui sont différentes, dissociées, ou vraiment c'est trois trucs finalement qui peuvent se rejoindre à un moment donné? Alors, c'était une question quand je l'ai lu, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, c'est intéressant comme question. De mon point de vue, et encore une fois, là, tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça concerne mon expertise, mon expérience, et c'est mon avis. La nutrition santé devrait toujours être une priorité. Que ce soit pour l'esthétique ou la performance, la nutrition santé sera toujours le précurseur, de mon avis, d'une bonne performance. Parce que si vous avez une nutrition santé, vous allez avoir une meilleure résilience au niveau de l'effort, vous allez avoir moins de risques de blessures, et donc à long terme, plus de performance. Parce que si vous êtes blessé, que vous avez une rupture du tendon, vous avez une douleur au cou, d'une tendinite, blablabla, bah, vous ne pouvez pas vous entraîner à 100%. Alors que si vous avez une bonne nutrition santé, vous pouvez accéder à un entraînement régulier. Et en général, l'esthétisme vient aussi avec une nutrition santé. Alors, c'est un petit peu, aujourd'hui, c'est un petit peu complexe, donc je ne vais pas trop rentrer dans ces détails, mais une nutrition santé va vous apporter un esthétisme dans votre corps. Je ne parle pas de ressembler ou d'avoir tous le même standard corporel, mais je parle principalement de quand on a une alimentation adaptée à nos objectifs et à notre corps. En général, on va chercher à développer du muscle et on va perdre de la masse grasse. Parce que avoir trop de masse grasse, c'est pas quelque chose qui est considéré, alors dans des fourchettes raisonnables, c'est pas considéré comme sain entre guillemets. Alors, encore une fois, je mets beaucoup de guillemets ici parce que il y a plein de facteurs différents. Il y a la localisation de la masse grasse, il y a certains athlètes qui ont besoin de masse grasse, donc c'est à mettre avec des pincettes. Mais en général, une bonne nutrition santé va corréler avec un corps relativement athlétique. C'est un petit peu l'idée derrière une nutrition santé. La performance va suivre. Je pense qu'on voit beaucoup aujourd'hui, pas trop en street lifting, mais je pense notamment au cyclisme, des sportifs qui sacrifient leur santé pour un gain de performance potentiel. Je pense notamment aux sportifs qui s'envoient des 130 grammes de glucides par heure d'effort. En fait, leur idée, c'est de pousser la consommation de glucides. Et donc, en fait, là, on va arriver à un moment où la santé, bah, on peut remettre en question justement cette nutrition santé pour la performance. On ne voit pas trop ça en street lifting aujourd'hui. En tout cas, je n'en ai pas trop vu. Même si des petits cuttings à moins 10 kilos avant une compétition, ça pourrait être considéré comme pas vraiment sain. On en reparlera d'ailleurs juste après des cuttings. Je pense que la majorité encore, on a la marche sur la performance et la santé. Mais prioriser la santé avant la performance, et l'esthétisme et la performance va venir et découler de la santé. C'est mon avis. Ok. Et justement, toi, tu as déjà suivi des athlètes, en streetlifting notamment. Mhm. C'est quoi les erreurs que tu as souvent vues ou les blocages par rapport à l'alimentation? Bah, c'est intéressant, c'est cette notion d'erreur. Très souvent, la chose. Alors, je ne sais pas si c'est des erreurs, parce que forcément, enfin, moi, je suis personne pour dire j'ai la solution à tout, mais très souvent, je vois arriver des gens avec des plans caloriques. Donc là, je vais pas en parler encore tout de suite des calories, mais des plans caloriques qui sont pas adaptés à leurs besoins, qui ont en général des taux de vitamines et minéraux très très bas. Donc en fait, il y a une surconcentration sur les calories, une mauvaise interprétation des calories qu'ils ont besoin. Donc en fait, on se retrouve avec très souvent, ils veulent perdre du poids, donc très souvent, ils sont bas en calories, donc très souvent résultent des vitamines et minéraux très très basses. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, j'ai sur tout l'hiver, donc tout l'hiver qu'on a eu là, j'ai eu à peu près 60 résultats de vitamine D en déficit, en carence. Je n'ai pas eu un seul sportif qui est venu avec un taux de vitamine D correct.
C'est pour vous dire l'état critique des apports en vitamines et minéraux. Donc, très souvent, je vois des vitamines et minéraux très bas. Donc, ça, c'est la première le gros changement en fait qu'on va faire en général. J'aime pas trop parler d'erreur parce que du coup, c'est un peu complexe. Je vois beaucoup c'est plus un problème plutôt qu'une erreur, mais de stress lié à la prise alimentaire. Pour rappel, et c'est pour ça que c'est important ce podcast, l'alimentation, c'est votre allié. C'est quelque chose qui va vous amener et qui va vous aider à arriver là où vous voulez aller. C'est pas un ennemi. Vous ne devez pas vous battre avec votre alimentation. Vous ne devez pas avoir il faut que ce que je mange ce soit pas bon parce que je vais perdre du gras. C'était la mode quand moi j'ai commencé il y a 11 ans. C'était il faut manger du riz blanc avec du poulet sec dégueulasse. Euh, c'est pas obligé. C'est pas obligé d'avoir justement ce stress. Ça doit être un allié. Ça doit être sympa de manger. Pour rappel, c'est quelque chose d'agréable. Donc c'est pas forcément on n'est pas obligé de les délier, cette performance et ce stress-là. L'autre problème, je dirais, c'est tout simplement le manque d'informations. Il y a des gens, ils disent, voilà, je ne sais pas comment manger. C'est tout simple, hein, je ne sais pas, je mange comme on m'a appris. Et vu qu'on nous a jamais appris à manger, forcément, il y a des choses à changer, il y a des choses à améliorer. Donc ça, c'est un petit peu l'un des problèmes que je peux voir. Il y a beaucoup de choses. Hein. Les préjugés sur l'alimentation, alors très souvent, le plus gros préjugé que je vais rencontrer, c'est très souvent les calories. Alors tout concentré sur les calories, pour moi, c'est l'un des problèmes que je rencontre le plus souvent. Parce qu'on a énormément, entre guillemets, de propagande sur Internet de tout ce qui importe, c'est les calories in, calories out. Le problème, c'est qu'on a des vitamines, des minéraux, on a tout un... on a un corps, on a une biologie qui ne fonctionne pas qu'avec des calories in, calories out. Donc ça, je pourrais développer très longtemps cette théorie qui me chagrine. Hein. Tu l'as vu, tu l'as senti, je pense. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose qui me chagrine. Même s'il y a un fondement, hein. Peut-être que je reparlerai un peu plus tard, mais voilà. Ça, pour moi, avoir des préjugés, par exemple, le lait, c'est pas bon, les glucides, c'est pas bon, etc., etc. Tout est question de contexte, tout est question il faut être flexible. Il faut comprendre avant de juger et avant d'émettre des opinions un peu trop fortes. Ok. Et la dernière, je dirais, je te laisse finir. La dernière, c'est une difficulté à mettre des habitudes en place. Et ça, c'est très, très... Alors, peu en streetlifting. Là, je vais beaucoup parler, je pense, de Ludivine durant ce podcast, parce que c'est une des athlètes c'est la première athlète qu'on a... Salut Ludivine. qu'on a coaché tous les deux. Ludivine, c'était la sportive de rêve. Enfin, moi, je l'ai vu arriver, j'ai fait, mais c'est incroyable, elle est trop bien, elle est disciplinée, elle met des habitudes en place très, très rapidement. Donc, c'était vraiment... Et c'est pour ça qu'on a eu des super bons résultats. Elle a fait un travail incroyable. Parce qu'elle n'avait pas de problème à mettre des habitudes en place, parce qu'elle avait un environnement sain et elle avait un impact sur son environnement. Alors que je vois beaucoup de personnes qui sont trop sensibles à, ok, alors je veux pas faire d'injonction, mais manger McDo tous les jours, c'est pas le mieux pour la santé. Voilà. Je veux pas faire d'injonction, mais voilà, on est tous d'accord pour dire que McDo, c'est pas le mieux pour la santé. Donc il y a des gens qui vont être trop sensibles aux environnements et qui vont avoir un problème avec ça et aux habitudes. Donc voilà, c'est le dernier problème un petit peu que je peux rencontrer avec les troubles du comportement, mais ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore à part, je dirais. Ok. Donc la deuxième grande partie, justement, c'est c'est quelque chose où on est beaucoup confronté en streetlifting, c'est la gestion du poids pour rentrer dans des catégories. Donc, comment on aborde une perte de poids sans sacrifier la performance? Parce que oui, je suis obligé de développer un petit peu cette question, puisque d'expérience, on voit souvent, surtout à haut niveau, des gens faire des cuts assez agressives et arriver en compétition et sous-performer. Donc, bon, moi, vous connaissez mon avis là-dessus. Je me suis souvent exprimé dans le podcast. Ça rejoint aussi l'aspect santé et longévité.
J'ai toujours une vision long terme, donc pour moi, ça serait quand même à éviter réellement. Et en plus de ça, il y a deuxième truc, là je parlais plutôt du top niveau, mais je vois aussi des gens complètement débutants vouloir se limiter dans une catégorie et donc limiter leur progrès, potentiellement s'exposer aussi plus aux blessures. Et en fait, ça peut aller très très vite parce que ça peut faire une boule de neige très très vite et potentiellement se décourager et potentiellement aussi arrêter le sport en fait. Parce que ça peut avoir des gros impacts. Donc pour moi, déjà, je le redis, si vous commencez, si vous débutez, si vous êtes intermédiaire, il n'est pas question alors, si vous avez 500 grammes ou 1 kilo à perdre pour entrer dans une KT, pourquoi pas. Si c'est votre première compétition, je vous dirais, là, perdez même pas les 1 kg, vous embêtez pas avec ça. Et puis par contre, si vous êtes un petit peu plus avancé, ouais, voilà, s'il y a 2-3 kilos, 4 kilos à perdre sur une durée qui est assez conséquente, là, ok, il faut mesurer en fait les bénéfices et les risques qu'il peut y avoir. Donc, voilà, comment toi, tu travailles avec les athlètes pour mais je pense que ça va être une question que tu vas pas mal développer sans qu'ils sacrifient leur performance, mon cher Mathieu. Alors c'est intéressant parce que tu m'as envoyé un petit peu le plan et on s'est pas vraiment consulté sur les réponses et les choses que tu as exprimées là, c'est exactement mes deux premiers points. Déjà, un des problèmes que j'ai rencontrés, c'est bien choisir sa catégorie et que ce soit réaliste. J'ai refusé des gens qui voulaient concourir. Donc, pour l'histoire, c'était une athlète à 58 kilos ou 59 kilos qui voulait concourir en moins de 52. Et moi, j'ai dit, OK, là, il va falloir qu'on réfléchisse à est-ce que c'est la bonne catégorie? Oui, mais j'ai envie d'être à moins de 52. Donc, en fait, des fois, il faut être réaliste et il faut bien choisir sa catégorie et il faut voir santé. Parce qu'une athlète qui a 60 kilos en poids confort, qui veut descendre à 52, c'est dangereux, surtout pour une femme. Là, on parle de plus de période, on parle de masse grasse très très basse, sachant que les femmes ont besoin d'un peu plus de masse grasse. Donc voilà, soyez réaliste sur les catégories. Comme tu l'as dit, si vous êtes débutant, ça vaut pas le coup de faire. Alors on peut jouer, comme tu as dit, sur des kilos, 1, 2, 3 kilos, ça peut se. Il y a des variations très très rapides, très très faciles, et j'y reviendrai sur le fameux cutting. Mais gardez en tête, et comme tu l'as dit, c'était vraiment mes recommandations et mes conseils, gardez en tête vos objectifs longue durée. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on a des cuttings trop agressifs, premier risque, tu l'as très bien dit, baisse de performance, parce qu'en fait, on baisse trop, on a un trop gros déficit en calories, on ne se sent pas bien, on est fatigué, donc on sous-perf. Rebond après la compétition, on va regagner 10 kilos parce qu'on était frustré, parce qu'on était en déficit de calories, et on n'a pas en fait cette vision long terme des choses. Alors que si vous faites un cutting sur 3-4 mois, vous perdez en masse grasse, vous développez votre masse musculaire et vous gardez l'objectif santé et long terme. Et surtout post-compétition, qui est très important, qui est selon moi aussi important que le pré-compétition, pour préparer vos compétitions et votre année d'après. Je vais reparler de Ludivine parce que c'est l'exemple parfait. Hein. Nous, on a eu 3 mois avec Ludivine et on était à 57,5. Donc, elle avait eu une compète assez difficile. Donc, elle avait eu elle avait cuté très fort et était remontée assez haute. Et on s'est retrouvé à 3 mois à 57. Il fallait qu'on soit en moins de 52. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est on est descendu directement. Au bout de 3 mois, on a dit, OK, bah là, on va commencer à descendre le poids doucement. Et on est descendu de 200 grammes par semaine. Et on est arrivé au jour de la compétition à 51,2. Donc, et là, maintenant, on est en post-compétition. Ça fait 1 mois là, à peu près. Et on est arrivé. Donc, on a fait un petit cutting avec Ludivine. On était à 53 et quelques, et là, 1 mois après, on est à 54. Donc, on n'a pas eu de rebond, parce qu'en fait, on l'a fait progressivement, et on a gardé nos objectifs long terme, qui n'étaient pas cette compétition-là, mais qui est la compétition qui va arriver, les mondes. Donc, en fait, gardez vos objectifs long terme, essayez de faire sur la durée plutôt que sur l'instant T. Pour moi, la composition corporelle, ça prend du temps à changer. Ça peut être très rapide sur les variations au niveau de l'eau,
Par exemple, un cutting ou par exemple la quantité de masse alimentaire qu'on va manger. Donc là, on peut avoir des variations assez rapides. Mais sur le long terme, si on veut perdre du gras, ça prend du temps. Donc soyez patient. Ça, c'est vraiment l'une de mes recommandations. Soyez patient et prenez le temps de le faire. Sans frustration. Si vous pouvez si vous pouvez perdre du poids sans frustration, pour moi, c'est le meilleur outil que vous pouvez faire. Ne luttez pas contre votre alimentation, ne vous frustrez pas. À un moment, il va falloir faire des choix dans la prise alimentaire. Oui, il va falloir peut-être réduire à certains moments ou couper à certaines choses, peu importe vos objectifs, peu importe comment vous le faites. Mais il faut gérer la dose de frustration. Si vous vous créez trop de frustration et si vous faites ça trop vite, ça va avoir un impact beaucoup trop négatif et vous avez beaucoup de risques. Et je vois, et là je vous le dis, énormément de troubles du comportement alimentaire dans les sports à catégorie de poids. Énormément. Et quand vous êtes atteint de ça, c'est impossible de travailler après. C'est impossible. Donc, sans frustration, soyez en paix avec votre alimentation. C'est vraiment l'objectif. Être en paix avec son alimentation et utiliser l'alimentation pour arriver à vos objectifs. Et une fois que vous avez ça, vous avez tout gagné et vous pouvez moduler votre poids en fonction de vos objectifs. C'est un petit peu mes recommandations sur perdre du poids, comment je l'aborde en fait. C'est la philosophie de perte de poids, c'est ça. C'est sur le long terme, je dirais. Ok. Bah, on s'est pas consulté avant le podcast. Il n'y a pas que moi, visiblement, Alors, qui c'est pas parle consulté. de vision long terme. Ouais, très d'accord. Alors là, ça va être très intéressant. Le protocole que tu utilises pour être au poids avant une compète. Exemple, Ludivine, typiquement. Ouais. Alors, Ludivine, c'était vraiment l'athlète parfait. Vraiment l'athlète que je rêve d'avoir à chaque fois. Je vais parler un petit peu de comment on a abordé. Je vais pas donner le protocole parce que c'était adapté à elle et parce que je vais vous donner une idée un petit peu de comment on a mis ça en place. Donc, on est arrivé, on avait 3 mois de se préparer et directement, je lui ai demandé de faire un groupe avec toi et on a essayé d'établir les moments. Par exemple, on voudrait être à 54 un mois avant la compétition pour être sûr. On veut essayer un cutting à ce moment-là. Donc, j'aimerais bien recréer l'environnement compétition avec un cutting pour voir comment elle performe. Donc, en fait, on a enlevé toutes les variables potentielles de stress. Donc ça, déjà, ça aide l'athlète. Et on en reparlera un petit peu normalement après. Enlever les potentiels de stress. Et on a essayé d'être au plus proche possible du poids de la KT pour pas avoir à faire un gros cutting. Et ça, c'est hyper important parce que malheureusement, alors heureusement pour nous, maintenant, ils ont mis la pesée très proche de l'effort. Donc ça, pour nous, c'est plus intéressant parce que ça nous évite d'avoir des cuttings à 10 kg. Et malheureusement, si vous voulez performer, il va falloir jouer avec les règles. C'est pas sain de faire des cuttings à 10-15 kg. Quand on voit les mecs en MMA qui perdent 15 kg avant un combat, qui sont sans eau, c'est pas du tout une alimentation santé, c'est pas du tout sain pour le corps. Mais si vous voulez concourir à haut niveau, bah, il faut jouer avec les règles. Donc moi, je suis très content qu'ils aient mis la pesée proche de la compète pour Ludivine, parce que du coup, ça nous force en fait à faire un cutting assez doux. Donc, on a joué avec les règles. On a décidé de faire un petit cutting. On a essayé de jouer principalement sur les variations d'eau et les variations de poids alimentaire. Donc en fait, manger moins et avoir un petit déficit en eau, c'est ce qui est le plus intéressant, je dirais, aujourd'hui. Dans un contexte de cutting léger, je dirais. Ok, donc j'aborde la question suivante, c'est l'impact d'une mauvaise gestion sur le mental, l'énergie, forcément le jour J. Alors, c'est un petit peu ce que je disais sur la question d'avant, c'est que si on a une mauvaise gestion de la préparation, si on n'enlève pas du stress au maximum à l'athlète, et c'est ce qu'on a fait avec Ludivine, donc on a tout préparé à l'avance. Quand elle est arrivée à la compète, elle savait déjà qu'elle allait être au poids.
au mois -3, elle savait qu'elle allait au poids. Parce que moi, je lui ai dit, on va être au poids, c'est sûr et certain, ton corps réagit bien. On a essayé au mois -1 le cutting. On savait combien elle allait perdre d'eau avec un cutting léger. Je le répète, soyez léger dans vos cuttings. On joue avec les règles. Voilà, on fait avec ça. Mais elle est arrivée directement. Elle était beaucoup moins stressée. Et si vous arrivez avec une gestion de votre compétition au taquet, vous avez tout prévu, vous avez aucune. Vous avez beau avoir un imprévu sur la compétition, vous avez une solution, bah en fait, le stress, il n'est pas là. Il est parti et vous allez avoir une meilleure performance à tout contrôler, entre guillemets, sur votre gestion d'entraînement. C'est-à-dire, donc, prenez-vous du temps avant vos compétitions pour être au poids ou pour préparer votre journée de compétition. Par là, j'entends l'hydratation, réhydratation, chaque scénario potentiel de décalage de votre passage, où il faut que je mange à midi, où je passe à midi. Prévoyez tous les scénarios, essayez de prévoir l'alimentation des jours avant aussi, parce que ça m'est arrivé de voir des athlètes tomber malades parce qu'ils avaient mangé de la nourriture locale, parce qu'ils sont partis au Guatemala et ils ont bu de l'eau du robinet, alors ils se pensaient qu'ils étaient au Mexique. Non, ne prévoyez des choses, vous savez comment vos corps vont réagir. Parce que je ne sais pas je sais pas si je l'ai mentionné, mais je travaille aussi avec beaucoup d'athlètes à travers le monde. Et alors ça, c'est les surfeurs surtout, quand ils partent à un endroit et qu'ils mangent la nourriture locale et qu'ils tombent malades avant l'effort, c'est le pire. C'est le pire scénario possible. Donc prévoyez des choses, vous savez comment votre corps va réagir. Prévoyez tous les scénarios possibles. Vous enlevez du stress et après, c'est juste du kiff. En fait, vous arrivez, vous avez tout planifié, vous kiffez, vous performez et vous changez totalement la relation que vous avez avec le moment. Donc c'est hyper important de tester, d'enlever le stress, je pense. Ok, ok, très bien ça. On passe directement à la partie numéro 3. C'est l'amélioration de la composition corporelle. Et ça, je pense que ça a parlé à beaucoup de gens en streetlifting. Construire du muscle et baisser le gras. Comment faire ça proprement? Moi, j'ai envie de rajouter une petite question à ça. C'est enfin, pour quelqu'un, par exemple, qui serait pas trop, enfin, qui serait quand même assez propre d'un point de vue composition, mais qui a peut-être quand même quelques kilos en trop. Toi, tu penses que ça peut se faire, parce que tu disais tout à l'heure que ça prend du temps. Ça prend du Mhm. temps. Et justement, pour nous donner une échelle de temps, même si ça voudra tout dire et rien dire, parce que ça sera propre à chacun, mais moi, je suis vraiment un athlète dans la moyenne. Je fais 80 kilos. J'ai quand même une bonne hygiène de vie. Je suis impliqué, mais je pourrais quand même améliorer un petit peu ma compo. Je pourrais sûrement perdre allez, 3-4 kilos de gras et par contre prendre du muscle. En combien de temps, sachant que moi, je vais être vraiment impliqué dans le processus, en combien de temps je peux espérer avoir des changements à ce niveau-là? Et comment, du coup, et la question principale, c'est comment faire ça proprement? Alors, c'est intéressant. En général, je suis un très mauvais. Je réponds très mal aux questions parce qu'en général, à chaque fois, je dis ça dépend du contexte et à chaque fois, je repose beaucoup de questions pour savoir. Donc là, encore une fois, ça va dépendre. En fait, si on revient un petit peu en haut du podcast, j'ai parlé des 4 piliers. Donc ça dépend des 3 autres piliers. Ça dépend de l'entraînement. Donc si vous voulez construire du muscle et baisser la masse grasse, c'est possible. Et en plus, c'est possible de le faire en même temps. À contraire de ce que les calories in et out peuvent nous dire, c'est possible de faire les deux en même temps. Et en plus, nous, on l'a vu avec Ludivine, qui a perdu pendant 3 mois non-stop du poids et qui a continué de performer sur ses exercices et continuer à avoir une bonne condition physique. Donc, ayez un bon coach ou ayez un bon programme d'entraînement, ayez un bon stimulus d'exercice pour construire du muscle, parce que l'alimentation seule, ça va difficilement vous faire construire du muscle. Donc, il faut un bon stress, il faut bien gérer tout ça, il faut bien gérer la récupération. Donc, ayez un bon coach, ayez un
un mental positif, un mental sain. Être en paix, c'est hyper important de ne pas stresser, de ne pas avoir du négatif. Parce qu'en fait, on peut penser que c'est un petit peu gourou dit comme ça, mais les émotions négatives vont avoir un impact biologique bien mesurable. Mais vraiment bien mesurable. Je vais vous donner un exemple. J'ai des patients diabétiques qui sont en régime un peu spécial et en fait, quand ils ne mangent pas de glucides, donc techniquement, le pic de glycémie n'est pas là parce qu'ils ne mangent pas de glucides. Quand il y a un stress, on voit une montée de glycémie. Donc, les émotions vont avoir un impact directement sur le corps. Dans les 4 piliers, chaque pilier a une interaction avec les autres piliers. Donc, si vous vous entraînez bien, techniquement, vous allez vous sentir mieux. Si vous vous sentez mieux, vous allez manger mieux. Si vous mangez mieux, vous allez dormir mieux. Si vous dormez pas bien, vous allez moins bien. Et donc, en fait, c'est une loupe. Donc, construire du muscle et descendre en matière grasse, ça va complètement dépendre de comment vous vous sentez et si vous arrivez à bien maîtriser ces 4 piliers. Je dirais que ça va beaucoup aussi dépendre de l'environnement, de comment vous vous sentez, de ce que vous mangez. Forcément, c'est possible de construire du muscle et de baisser en masse grasse, mais je peux pas te répondre et je peux pas donner parce qu'en fait, ça dépend de trop de choses. Par exemple, c'est tout con, mais vous maîtrisez les 4 piliers. Vous êtes en plein hiver. Vous mangez bien, vous dormez bien, vous faites du sport, vous avez une bonne psychologie, mais vous n'avez pas de vitamine D. Alors techniquement, si vous mangez bien, vous mangez votre vitamine D, mais ça, c'est une autre question. En fait, on va avoir du mal à construire du muscle et à baisser en gras si on n'a pas les bonnes doses de vitamine D. Donc en fait, ça va dépendre d'énormément de facteurs. C'est pour ça que c'est compliqué et en même temps assez simple, parce qu'il faut juste faire les 4 piliers bien et avoir toutes les vitamines et minéraux, mais en même temps, c'est compliqué de les avoir. Donc je peux pas te répondre. Donc en fait, j'allais justement passer à la question suivante. C'est l'influence du rythme de vie, du sommeil et du stress, même si là, tu l'as déjà Ouais. bien abordé. Est-ce que c'est vraiment un gros frein, par exemple, les gens qui manqueraient de sommeil, qui auraient du mal à perdre du poids et tout, est-ce que c'est un truc un petit peu... Enfin, est-ce que c'est une réalité, quoi, ou c'est un truc qu'on a vu comme ça sur les réseaux, ou quoi? Même si moi je connais la réponse, mais. Ouais, tu vas sûrement connaître mon avis aussi avec ce que j'ai dit. Il y a un vrai impact qu'on peut mesurer biologiquement parlant sur le sommeil, sur l'exposition à la lumière, sur le cycle circadien. Alors là, c'est difficile de ne pas faire d'injonction pour vous dire dormez mieux, ne buvez pas d'alcool, parce que fondamentalement, c'est bon pour la santé. Il faut essayer de se rapprocher au maximum, d'avoir un rythme de vie le moins stressant possible. Alors le stress est bon pour la santé. Attention, c'est le stress chronique en trop grande quantité et avec une résilience du corps qui n'est pas assez haute. Un effort physique, c'est un stress. Donc c'est un stress sur un muscle, c'est bon pour le corps parce que si vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas d'adaptation et vous ne pouvez pas créer de muscles. Mais il faut que votre corps ait la capacité de gérer ce stress. Et c'est ça la notion hyper importante. C'est de pouvoir gérer ce stress. Le rythme de vie et le sommeil, et le soleil aussi d'ailleurs, c'est hyper important pour avoir un bon fonctionnement biologique. C'est tout bête, hein, mais vous regardez, vous allez sur PubMed ou sur peu importe le site d'articles scientifiques et vous notez cycle circadien et vous allez avoir des milliers d'études scientifiques sur l'impact biologique que peut avoir le cycle circadien sur la prise alimentaire, sur la testostérone, sur la performance, sur les calories absorbées, sur les calories désirées, énormément d'impact sur un sommeil déréglé. Et c'est pour ça en plus que c'est vraiment important d'avoir une bonne gestion du stress avec nos athlètes, parce qu'en fait, si on a trop de stress chronique, mal géré, et ben en fait, on va impacter le sommeil, on va impacter les performances, on va libérer du cortisol, on va libérer d'autres hormones. Donc, vraiment important pour nos athlètes et pour tous ceux qui nous écoutent de faire attention à sa biologie, à comment vous vous sentez. Je dirais surtout chez les gens qui font des efforts intenses et les streetlifters, vous êtes là, enfin, quand je vois des dips à 100 et quelques kilos et des tractions à tir à l'arigot, dormez plus. Dormez minimum 1h30 de plus que la moyenne. Donc si vous dormez 8 heures, un streetlifter pour moi a besoin de 9h30 minimum de sommeil. Surtout chez les sports de force.
Je vous donne un exemple. Moi, je dors 11 heures par nuit. Mais parce que je fais beaucoup de surf, je m'entraîne 2 fois par jour parce que je veux augmenter en fait la résilience à mon corps et parce que c'est quelque chose que j'ai besoin. Et parce que actuellement, je suis au Brésil pour un surf camp et un entraînement. Le soleil se lève à 6h30, 7h et il se couche à 18h30, 19h. Et moi, je me couche et je me réveille à ces heures-là. Parce qu'en fait, les libérations de mélatonine, la stimulation via la lumière va impacter votre cycle circadien, va impacter vos hormones, le cortisol le matin. Donc, tout est relayé, tout est lié, tout est la psychologie avec l'entraînement, avec la lumière, tout est lié. Donc, c'est hyper, hyper important de faire bien attention à tout ce qu'on fait, en fait. Et en même temps, c'est compliqué parce qu'en disant ça, je veux vraiment pas créer de. La perfection n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir une journée parfaite sur remplir tout machin, blablabla. C'est pas possible. Mais ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire au mieux. Tout en étant dans la mentalité de OK, bah là, je peux pas, par exemple, manger un steak grass-fed avec mon eau filtrée et avec de la musique sur l'eau. Enfin, bref, vous pouvez pas faire ça. Donc vous dites OK, bah là, je vais manger mon steak avec mes œufs, je vais relaxer, je vais me dire OK, je ne peux pas faire, mais je fais au mieux. Et c'est déjà le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Faire un petit peu attention à tout ça. J'espère que j'ai pas créé d'injonction. J'espère. Non, 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 c'est très très bien. Alors là, c'est plutôt la question suivante, c'est quelles sont les stratégies euh, et là, je sais que ça va pas te plaire, sans compter les calories, Aïe. justement, au niveau du plan alimentaire. Alors, Euh, moi, je n'ai jamais donné de plan alimentaire, de grammage ou de calories. Juste peut-être à mes débuts, quand on explicitement me demandait d'en avoir, et j'ai très vite arrêté. Parce que je pense que ce n'est pas. Alors, on peut trouver plein de méthodes différentes, comme en entraînement, on peut trouver plein de méthodes différentes. Pour moi, c'est pas une méthode qui marche. Je n'aime pas donner des grammages, je n'aime pas imposer des choses à des gens. Et c'est un petit peu, c'est cohérent avec l'essai de ne pas faire d'injonction dans ce podcast. Donc, je n'aime pas donner des choses à faire aux gens. Je préfère, c'est pour ça que je fais très peu de consultations à l'unité, parce qu'en fait, pour moi, ça fait pas vraiment sens. Je préfère accompagner des gens en en les aidant à découvrir comment leur corps fonctionne et en essayant d'être sûr que leurs vitamines et minéraux sont bien gérés. Donc, ça passe par des changements alimentaires, des essais de recettes, des essais de pré-workout, post-workout, intra-workout. Donc, en fait, on essaye, on découvre, on creuse. C'est pas possible. Enfin, moi, je ne suis pas assez prétentieux pour dire avec un calcul, je peux savoir ce que ton corps va consommer par jour. Je veux te donner ce type de calories, de grammage. C'est pas quelque chose qui me je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise avec cette notion de je sais tout, je sais comment ton corps va fonctionner. Non, on peut savoir un petit peu comment il va réagir, mais voilà, c'est vraiment. Je préfère impacter et changer la composition du repas, l'apport en vitamines et minéraux, augmenter la densité nutritionnelle, plutôt que donner un plan alimentaire et de dire ok, bah là, il faut que tu consommes tant de calories, tant de calories, tant de calories. Parce que le risque, c'est que si je donne des plans en calories, alors on pourrait donner un plan avec un total calorique et des grammages qui remplit toutes les vitamines et minéraux, mais ça implique que la personne suive tout à la lettre et c'est compliqué. En fait, moi, je vois trop de personnes arriver avec des troubles du comportement. Je les vois, la majorité n'arrive pas à tenir les plans parce que c'est trop strict. La vie fait que des fois, bah, tu peux pas manger ta boîte de thon ou ta sardine le matin où tu n'as pas envie, tout simplement. Donc, je préfère changer l'alimentation. Je préfère l'organiser de façon à ce que ça soit plus dense. En fonction des objectifs, on va bouger certains critères. On adapte les collations pré et post. On adapte à la personne, à la physiopatho s'il y a, aux besoins ou aux douleurs s'il y a. Et en fait, en transmettant mon savoir, en fait, en utilisant mon expertise et mon expérience, j'arrive à guider, ou en tout cas, on essaye de travailler ensemble sur comment l'alimentation va être le plus apte ou le mieux possible pour cet athlète-là. Donc en fait, c'est pas
je suis au-dessus de mon athlète, je lui donne un plan alimentaire, c'est je l'accompagne et on va de l'avant pour essayer de trouver une alimentation qui lui correspond. Parce que toutes les alimentations que j'ai, toutes les alimentations avec les sportifs que j'ai sont toutes différentes. Toutes. Il n'y en a pas un qui est pareil. Donc, les réactions, comment ils se sentent, tout ça va changer en fonction de. Donc, c'est pour ça que je donne pas de plan alimentaire. C'est impossible. Et c'est pour ça que je travaille très peu à la consultation. Parce qu'il faut transmettre. Et mon objectif, c'est vraiment de les rendre autonomes sur la compréhension de leur alimentation et ce qui leur fait du bien, ce qui leur est nécessaire. Donc, c'est vraiment. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas. J'espère que je le fais bien. Ok. Et alors, dernière question sur ce chapitre 3, c'est comment on mesure les progrès sans devenir esclave des chiffres? Parce que je sais, alors moi par exemple, pour avoir déjà suivi des plans alimentaires, ou même moi en fait au quotidien, je traque quand même quelques trucs. Moi je pense souvent au pas. On est un petit peu esclave de ça, faut qu'on finisse ces 10 000 pas par jour, sinon on se sent pas bien. Mhm. Comment tu abordes ça et comment tu transmets ça aux personnes que tu suis? Ça, c'est trop intéressant. Tu vois, en fait, c'est exactement ces injonctions-là, les 10 000 pas. Il faut qu'on les rationalise parce que ça part d'un très bon sentiment et c'est important de faire ces 10 000 pas. C'est important d'avoir justement ce mouvement, mais en même temps, on peut se poser la question de quels sont les sentiments qu'on va ressentir quand on ne les fait pas. Culpabilité, il faut que je le fasse, blablabla. Donc, il y a la discipline, il y a des athlètes, tu leur dis fais 10 000 pas, ils font 10 000 pas, ça les impacte pas du tout. Il y en a d'autres, des injonctions. Donc, c'est bien de rationaliser justement et de se détacher un petit peu des chiffres. Et c'est très souvent ce qu'on voit dans les podcasts, très souvent américains. Il y a énormément d'injonctions. Vous devez mettre une bande, vous devez respirer, vous devez faire de la méditation. Bref. Donc, c'est un petit peu. Mettre son visage dans un bol d'eau Ouais, glacée, par voilà, exemple. exactement. À 4h30 du matin, vous mettez. Donc, c'est des injonctions. Une injonction, c'est pas forcément tout le temps mauvais. Ça peut être positif de dire, OK, bah là, je me lève à 7h du matin avec le soleil, ça me fait du bien. Après, si je me lève à 8h, il faut être capable de se dire, OK, bah je me suis pas levé à 7h, mais ça va. Il faut en fait rationaliser, comprendre ça. Donc, ça prend du temps, ça demande de l'expérience. Ensuite, pour mesurer les progrès en alimentation, déjà, c'est assez dur. Le plus facile et rapide, c'est les tests sanguins. Moi, c'est ce que je demande en premier quand je travaille avec quelqu'un, c'est un test sanguin, principalement de la vitamine D. Et tous ceux qui nous écoutent là, c'est un truc très facile à faire. Vous allez à votre laboratoire biologique, vous demandez une vitamine D. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc il va falloir payer de votre poche, mais c'est 13 ou 14 euros, je crois. Vous faites votre bilan sanguin et vous avez l'analyse de vitamine D. Ça, c'est très facile à faire. C'est des choses où vous pouvez avoir en fait directement le résultat dans votre corps d'une mise en place ou pas d'une supplémentation ou d'un état physiologique à un moment donné. Ensuite, tous vos autres bilans sanguins, donc l'hémoglobine glyquée, si vous pouvez faire une sensibilité au glucose, c'est encore mieux. Le cholestérol, ouais, on ne va pas trop en parler. Enfin bref, le bilan sanguin va vous donner déjà des bonnes bases, des bonnes datas. Ensuite, vous pouvez mesurer avec le poids que vous faites, mais je ne l'utilise pas trop. En vrai de vrai, je l'utilise pas trop, mais c'est quand même, dans les catégories de poids, c'est un bon indicateur quand même. Tu vois, avec Ludivine, quand elle me disait, bah voilà, j'ai encore descendu de 200 grammes, c'est un bon indicateur pour me dire, ok, on est sur la bonne piste. Comment vous vous sentez dans votre corps, ça, c'est un des critères les plus importants. Et encore, il faut être assez objectif avec soi-même, mais c'est hyper important de se sentir bien. Donc, si vous vous sentez bien, voilà, il faut aussi pouvoir le ressentir. Et ça, il y a beaucoup de personnes que je vois qui n'arrivent pas à ressentir les effets positifs ou négatifs. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a un petit chien sauvage qui est venu. Ensuite, vous pouvez avoir des outils aujourd'hui très faciles, mais encore une fois, il faut pas que ça soit il faut que vous ayez une bonne relation avec les outils et avec les datas que ça va vous donner. Par exemple, les trackers de sommeil, ça peut être intéressant pour voir comment vous récupérez la nuit. Est-ce que l'alimentation va avoir un impact? Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un athlète qui a donc une Oura Ring, donc c'est pour mesurer les datas quand on dort.
Donc, rythme cardiaque, température, etc. D'ailleurs, pour les femmes, c'est très, très bien pour mesurer et savoir la période, leur menstruation, où est-ce qu'ils en sont. Pour adapter les entraînements et l'alimentation, c'est très bien. Donc, petit disclaimer pour les femmes, mesurer votre température corporelle, c'est vraiment bien. Bref, il avait ses tours à ring et en fait, on avait des datas sur comment il se sentait. Et en fait, on a été capable de voir qu'il y avait des problèmes de. En fait, quand on augmentait les calories, alors là, on va pas parler, je parle en quantité de. En apport alimentaire, on a augmenté les apports alimentaires et en fait, on s'est rendu compte qu'il dormait beaucoup mieux parce qu'en fait, il avait besoin de récupérer plus la nuit. Donc en fait, on l'a eu via les datas. Après, on a l'effet inverse où il faut pas tomber, c'est de j'ai pas bien dormi parce que mon Maura me dit que j'ai pas bien dormi, j'ai un score bas. Donc en fait, il faut vraiment encore une fois rationaliser tout ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les datas, c'est pour toi et moi, c'est pour les coachs. C'est bien de temps en temps de le montrer. Et là, c'est ce que j'ai commencé à mettre en place aussi avec le Divine, de lui montrer, tu vois, en fait, là, pendant 3 mois, on a super bien mangé. Et là, je suis en train de lui faire des graphes avec, tu vois, là, dans ton alimentation, tu as pas mal d'iode, tu as pas mal de zinc, tu as un bon ratio protéines. Donc, en fait, transmettre un petit peu avec des données, mais pas tout basé sur ça. Parce que je pense qu'après, on crée trop de dépendance aux chiffres. Les datas, ça nous aide beaucoup en tant que coach. Donc, toi, ça t'aide beaucoup pour savoir où est-ce que vous en êtes. Moi, ça m'aide beaucoup pour savoir, OK, là, on est bien en tant que zinc, etc. C'est bien aussi de transmettre, mais c'est bien aussi de mesurer autrement et avec les sensations, avec comment on se sent, avec l'énergie qu'on a, avec tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est assez compliqué de voir les progrès avec la nutrition si on n'est pas connecté un petit peu avec ses émotions ou avec ses sensations plutôt. Émotions, sensations sont très liées aussi. Donc c'est important. Ok, putain, super, super. Ok, donc là, on arrive un petit peu à la fin de ce podcast, mais avant ça, moi, j'aimerais te faire un petit question-réponse avec les mythes et idées, enfin les fausses idées en nutrition sportive. Donc, est-ce qu'il faut manger, est-ce que c'est bien de manger du poulet et du brocoli tous les jours? C'est bien ça ou pas? Alors en fait, Ça tu vois, c'est dépend. pour ça que je suis très mauvais. Je suis très mauvais à ces questions-là. Ça dépend des normes. Et là, je sais ce que tu vas me poser. Ça va être la même chose. Ça dépend les objectifs. Ça dépend ce qu'on a à côté. Ça dépend. Poulet brocoli, c'est bien. Ça va vous apporter de la vitamine C, des fibres. Ça va vous apporter du potassium, de la protéine. Est-ce que le poulet, c'est la meilleure source de protéines qu'on peut avoir? Pas vraiment. Est-ce que le brocoli, c'est bien? Ouais. Est-ce que ça peut être problématique dans certaines conditions, slash pathologie, slash peu d'apport, par exemple en iode à côté? Oui. Donc en fait, tout est une question de, de, de contexte. Vous me dites, vous mangez du poulet brocoli tous les jours et tous les jours vous atteignez vos vitamines et minéraux et nutriments. Je vous dis, go, tous les jours, faites-vous poulet, brocoli, riz. Si vous atteignez tous vos vitamines et minéraux, moi je vous dis, c'est parti. Est-ce que manger juste poulet, brocoli, riz, ça va vous faire atteindre vos vitamines et minéraux? Probablement pas. C'est même sûr que non. Donc voilà, c'est toute une question de contexte. Toute une question de contexte. Je pense à un truc qui m'a fumé. C'est mon meilleur pote qui m'a envoyé ça l'autre fois, je crois. Et c'est un mec, alors genre il avait 19 ans, il avait un physique de fou furieux. Et en fait, il disait qu'il vivait avec tant d'euros par jour pour la bouffe. Et il montrait ce qu'il mangeait. Et c'était mais incroyable, enfin mais pas dans le bon sens. C'est que le mec en fait il mangeait mais je crois 1 kilo de pâtes pesées crues. Et donc il disait que les protéines, le gluten contenu dans les pâtes, ça lui faisait un gros apport au niveau de ses protéines. Et il mettait du fromage râpé, donc et en fait, il mangeait tellement des grosses quantités de ces deux trucs-là qu'en fait, il arrivait à atteindre son taux de protéines par jour. Et en fait, il mangeait même pas de poulet ou des trucs comme ça.
Donc, enfin, moi, j'ai vu ça, j'ai fait, mais purée, mais c'est incroyable. Et je pense que là, d'ailleurs, ça, c'est un truc, j'avais pas prévu cette question-là, mais est-ce que tu vois, toi, dans les gens avec qui tu bosses, des différences, des fois monumentales, au niveau de la réaction du corps à cause de la génétique. Parce que là, on était face à un mec, genre c'était l'élu, quoi. Hein. Il avait un physique il avait un physique incroyable. Et je pense en plus qu'il était vraiment naturel, le mec. Et bah, il avait une nutrition qui était mais calamiteuse, quoi. Enfin, mais genre une nutrition, ouais, je sais même pas la décrire en fait sa nutrition. Tellement que c'est, tu vois, là on parle de micronutriments depuis tout à l'heure. Euh, Mec, genre des pâtes de la marque EcoPlus de Lidl avec du fromage râpé EcoPlus, quoi. Ouais. Et le mec, il avait un physique de fou. Donc, est-ce que toi, ça, tu le constates qu'il y a il y a des différences de malades? Des différences, il y en a, je dirais. En fait, il y a toujours des différences déjà entre hommes, femmes, l'âge, euh, l'épigénétique. Tout va avoir un impact sur notre réaction du corps. Donc, des différences, il y en aura toujours. Il y a des réactions, des corps qui réagissent totalement différemment, ouais. Bien souvent, de mon expérience, alors après, peut-être que c'est pas vrai, hein, mais bien souvent, de mon expérience, les gens sur les réseaux, par exemple, on a l'impression que c'est incroyable, mais bien souvent, il y a des effets négatifs aussi. Bien souvent, ces gens qui ont supposément une génétique où les mecs, ils sont balèzes et ils mangent que du sucre dans toute la journée. J'ai beaucoup d'athlètes en tête qui ils bouffent du sucre toute la journée et ils sont secs. Et le problème, c'est qu'en fait, quand tu creuses un petit peu plus loin, bah, en fait, tu as pas mal d'effets secondaires. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup d'inflammation, il y a souvent des blessures. Donc, il y a des différences dans les réactions, par exemple, physiques. Il y a des gens où s'ils mangent beaucoup de produits sucrés, ils vont prendre beaucoup plus rapidement du poids ou beaucoup plus facilement. Ça, c'est des adaptations en fait génétiques. Donc forcément, en fait, prendre du gras, c'est un moyen de survie. En fait, on prend du gras et on accumule. Donc techniquement, ceux qui prennent du gras plus facilement, ils ont une capacité à survie plus importante. Donc des variations génétiques, il y en aura toujours. Il y aura toujours, des changements et des différences entre des corps. Bien que, et c'est ça qui est hyper contradictoire, c'est que on est tous différents et en même temps on a tous besoin des mêmes choses. On a tous besoin de vitamine D, on a tous besoin de protéines, on a tous besoin de lipides, on a tous besoin de magnésium, mais on est tous différents dans les réactions. Peut-être que ce gars-là, il a 19 ans, peut-être que dans 1-2 ans, il va commencer à avoir des blessures. Parce qu'à 19 ans, tes hormones, elles sont au taquet. Hein. Elles sont au taquet, là, il y a tout qui explose et j'espère qu'il va continuer comme ça. Mais tu peux pas, en fait, ignorer ta biologie très longtemps. Et en fait, c'est sur le long terme, les carences ou les déficits ou les choses comme ça, c'est sur le. Et c'est pour ça qu'on disait au début, bah, c'est pour ça que les jeunes s'y intéressent pas trop, mais nous, quand on commence à vieillir, on se dit, putain, c'est vrai que là, le matin, c'est un peu plus dur. Ou là, après ma session de 3 heures, là, je peux plus, là. Genre, hier, je suis arrivé de 3 heures de surf, j'ai dit, bon, il faut que j'aille m'entraîner. Je dis, je peux plus, je suis rincé. Donc, en fait, on évolue, on a la résilience qui diminue, donc et sur le long terme, surtout. Sur le long terme, les déficits en vitamines et minéraux, ça se voit pas du jour au lendemain. En fait, vous pouvez ne pas manger pendant 3 jours et votre corps va quand même fonctionner. Et pourtant, pendant 3 jours, vous avez un déficit sur toutes les vitamines et minéraux, sur toutes les macronutriments. Donc, il y a des différences, oui, même si on ne peut pas éviter sa biologie, je dirais. Mais il y a clairement une Ok. différence. Il y a des gens, ils réagissent, tu leur fais un protocole créatine, ils prennent 5 kilos de muscles en 3 mois, tu dis, ouais, c'est bon aussi. Ils sont chiants, trop facile pour eux, ils jouent en mode facile. Trop Ok, facile. ok. Est-ce que manger des glucides le soir, ça fait grossir? Alors ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est les. Déjà, je dirais, ça va dépendre des personnes. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, tu es diabétique, tu manges des glucides, tu n'as pas d'insuline, ou tu es prédiabétique, ou tu as une résistance à l'insuline. Forcément, ça ne va pas avoir un impact sympa. Quel type de glucides Quelle quantité Donc, si je veux être dans la bien-pensante, je dirais non. Parce qu'en fait, ça dépend complètement du contexte. Si tu me dis
Manger 1 kilo de pâtes le soir avec du fromage râpé avant de dormir, c'est sympa. Je te dirais, en fait, sur ta récupération durant ta nuit, c'est pas ouf. Donc en fait, ça va dépendre d'énormément de choses. Si tu me dis, ouais, j'ai mangé des glucides hier soir, t'as mangé quoi? Bah, j'ai mangé 500 grammes de carottes. Ah bah super les glucides. Ah, t'as 20 grammes de glucides dans le bordel. Donc ça dépend vachement du contexte. Ça dépend vachement de. Moi, je dirais que les glucides, je préfère les mettre un peu plus autour du soir, justement, mais pas en grande quantité. En fait, ça dépend vraiment déjà des athlètes. Et ça dépend vraiment de l'objectif recherché. Mais très souvent, et en personnes qui consomment des glucides, parce que j'ai aussi des athlètes qui n'en consomment pas, chez les athlètes qui consomment des glucides, souvent ils s'entraînent le soir et souvent ils dorment mieux avec des glucides le soir. Quand je parle de glucides, choisissez bien vos glucides. C'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il y a des glucides intéressants, il y a des athlètes qui ont énormément de bénéfices à avoir des glucides, mais choisissez bien vos glucides. Est-ce qu'un kilo de pâtes le soir, je le conseillerais, je dirais non, parce que vous n'allez pas bien dormir. Et comme on l'a vu comme on l'a vu avant dans le podcast, le sommeil est important, le cycle circadien est important. Je vais faire une petite injonction, mais si on prend l'idée du cycle circadien, on est censé manger un peu moins le soir pour faciliter la digestion et le repos la nuit. C'est pas vous allez grossir, c'est surtout en fait la nuit, on n'est pas fait pour digérer. Alors encore tu vois, c'est des injonctions, il faut rationaliser tout. On préfère utiliser notre temps de sommeil à réparer le muscle, le cerveau, les hormones, le système nerveux, plutôt que digérer les 150 grammes de pâtes. Est-ce que c'est plus intéressant de manger un peu plus le midi ou tôt dans la journée parce que du coup on est plus actif et là on a l'énergie qui est disponible? Je dirais oui. J'ai fait plusieurs fois l'expérience. Moi, je sais que je fonctionne très bien en jeûnant le soir. Est-ce que je le fais? Non, c'est horrible de jeûner le soir. Je déteste ça. J'aime pas ça en fait. C'est un moment convivial, tu kiffes, tu te prépares des bons petits plats. Donc, est-ce que je fonctionne mieux avec le jeûne le soir? Oui, je dors super bien. Est-ce que je le fais? Pas souvent. Est-ce que les glucides vont te faire grossir? Est-ce que 1 kilo de pâtes tous les soirs pendant un an va te faire grossir? Oui. Est-ce que les glucides des carottes? Non. Enfin, tu vois, c'est une question de contexte. Ok. Et dernière question, ça va être est-ce qu'aujourd'hui, avec l'alimentation moderne J'adore. et même l'alimentation bio, parce qu'on parle souvent de bio, de saison, ce que tu veux, est-ce que il y a assez de micronutriments pour ne pas prendre de compléments alimentaires? Ou est-ce que je suis obligé aujourd'hui en 2025 de prendre des compléments alimentaires? Je savais que ça allait te faire kiffer, mec. J'adore cette question. J'adore. Et en plus, ça va un petit peu dans l'air du temps parce qu'on a justement cette fameuse loi là que vous avez en France avec les nouveaux pesticides. Donc, ça va être sympa de voir un petit peu comment déblayer tout ça. Les compléments alimentaires. Déjà, je vais commencer par un disclaimer entre guillemets. Chaque complément alimentaire que vous prenez, vous devez répondre à ces questions. Pourquoi? Quand? Comment? Sous quelle forme et quelle origine? Donc, répondez à ces 5 questions-là. Si vous pouvez répondre à ces 5 questions-là, ok, vous allez le prendre. Si vous ne pouvez pas en répondre, ne les prenez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, au mieux, vous perdez de l'argent, au pire, vous vous intoxiquez. Donc, c'est quand même pas fou. Est-ce que les compléments alimentaires sont nécessaires aujourd'hui? Est-ce que je parle rudement ou est-ce que je parle avec des pincettes? C'est la question. Vas-y, sois cash, hein, Mathieu. Hein. Je dirais que c'est essentiel parce que c'est trop compliqué d'avoir aujourd'hui une grande quantité de compléments alimentaires. Je vais vous prendre un truc tout con. La vitamine D, c'est l'exemple qu'on a repris durant tout ce podcast-là. Qui va manger 2 boîtes de foie de morue par semaine en plein hiver durant tout l'hiver? Je n'en connais pas. Ludivine en consomme, athlète parfaite. Elle se faisait des bouillons d'os et pour le collagène et la boîte de foie de morue. C'est l'une des seules qui mange ça. C'est l'athlète parfaite. Mais sinon, personne ne fait ça. Personne. Déjà, ça les attire pas. Donc,
Si vous ne mangez pas votre vitamine D, comment vous allez l'avoir l'hiver? C'est pas avec quelques œufs et des champignons que vous allez les avoir. Donc, je dirais que des compléments alimentaires, c'est hyper intéressant, surtout quand vous avez des efforts intenses de force. Le magnésium, où est-ce que... En fait, il faut comprendre... En fait, il faut qu'on revienne un petit peu dans le temps. Donc, dans les plantes, c'est là où ça va être grande source de minéraux, de vitamines, les animaux aussi. Dans notre histoire, on consommait beaucoup de produits animaux. Aujourd'hui, on arrive à consommer de moins en moins de produits animaux et on a enlevé une grande partie du bœuf. Donc, on va manger beaucoup plus des matières nobles. Donc, on enlève une grande... Voilà, on enlève tous les abats, on en mange beaucoup moins. Donc déjà, là, on s'enlève et on se prive. Le foie de bœuf, c'est littéralement le super aliment. Donc, on se prive de pas mal de nutriments. C'est quelque chose où les gens, ils tirent un peu la tête quand je leur dis « Tu veux manger du foie de bœuf ?» Ils disent « Bah non. » Donc, je dis « Bon, bah ok. » Donc, déjà, on a cette partie-là. Ensuite, ça fait des années, beaucoup d'années, qu'on a utilisé beaucoup de produits style glyphosate, etc., pour faire de la monoculture. Les saisons chez les plantes, donc le maïs, le blé, etc., ça va vite. Donc, en fait, on fait pousser énormément. Et en fait, les plantes vont tirer les minéraux de la terre. Et en fait, en monoculture, c'est compliqué d'avoir une vraie biodiversité dans la terre. Et donc, en fait, on se retrouve avec des quantités de magnésium, par exemple, ou de sélénium. On n'y pense pas, sélénium, mais truc tout con, moins présentes dans notre terre. Parce que le microbiote est moins bien. Même si c'est bio, les glyphosates, c'est hydrosoluble. Donc, ça va se mettre dans l'eau, ça va contaminer les nappes phréatiques. C'est un petit peu un cercle sans fin. Donc, je dirais que il faut faire attention à bien avoir des apports en bonne quantité. Surtout aujourd'hui, il faut viser les fourchettes hautes de vitamines et minéraux. Il faut manger beaucoup. C'est pour ça que quand je vois, et surtout des femmes, parce que j'accompagne beaucoup de femmes, arriver avec un plan alimentaire à 1700, 1800 calories, c'est pas possible. Je suis épuisé, j'arrive plus à bouger. Bah ouais, en fait, t'as pas de vitamines, t'as pas de minéraux. Donc là, les compléments alimentaires, ça peut être intéressant. Parce que bah, du coup, il n'y a pas assez de nourriture. Et surtout chez les femmes, vous avez besoin de manger. Enfin, vous avez besoin de manger de la bonne nourriture. Je ne vous dis pas de manger des trucs vides de sens. Je vous dis de manger de la bonne nourriture. Donc, si vous arrivez à répondre à pourquoi, quand, comment, quelle forme, quelle origine, c'est déjà bien. Et ensuite, mettez en place une bonne supplémentation. Et en plus, il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais moi, je veux manger des choses naturelles, les compléments alimentaires, c'est chimique, etc. Alors, ouais, mais ton corps, il en a quand même besoin. Donc, est-ce que tu vas manger le foie de morue? Est-ce que, voilà, c'est compliqué, quoi. Et en plus, qu'est-ce que c'est être naturel? Tu vois, genre, il y a plein de questions. Donc, moi, je dirais que les compléments alimentaires, personnellement, j'en consomme tous les jours. Je consomme du magnésium tous les jours. J'ai des besoins qui sont assez élevés et j'ai pas accès à tout. Par exemple, l'oméga 3, c'est assez difficile quand tu es en voyage d'avoir des oméga 3. Donc, il faut savoir. Alors, faites attention les oméga 3. Je pense que j'ai pris le mauvais exemple parce que les 90% des oméga 3 sur le marché sont horribles. Donc, faites attention avec les oméga 3. Et c'est pour ça qu'il faut répondre à la question quelle origine et quelle forme. Répondez bien à ces questions-là parce que je ne vais pas donner de complément alimentaire aujourd'hui, mais répondez bien à ces questions-là avant d'en prendre un. Parce que ça peut très vite être une mauvaise qualité. Donc, je dirais oui, c'est assez essentiel aujourd'hui de prendre des compléments alimentaires. Pas la protéine, parce que ça, c'est facile. Alors, ne mangez pas de la protéine en poudre alors que vous avez des œufs, des choses comme ça, de la viande, c'est dommage. Mais d'autres compléments peuvent être assez essentiels, ouais, je dirais. Ok, bon, bah, ça me rassure alors. Ok, bah ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on discute de tout ça. On a abordé plein de sujets hyper intéressants. Je pense qu'avec Mathieu, on se refera des podcasts. Ouais, N'hésitez pas j'adore. d'ailleurs, si vous voulez revoir Mathieu sur le podcast, le mettre en commentaire. Justement, toi, Mathieu, on peut te suivre où? Et on peut te J'ai un contacter où? Instagram. J'ai un Instagram, donc DLR-du-bas Mathieu. C'est là où je suis principalement le plus actif en anglais, parce que du coup, j'ai une population espagnole, bientôt portugaise, je l'espère, du Brésil et française. Donc, c'est en anglais.
Principalement là-bas, où je suis actif, on dirait. Ok, super. Donc moi, je vous invite à le suivre, à le contacter aussi, parce que en l'écoutant, ça donne envie quand même d'aller creuser ce truc-là, qui est quand même très intéressant. Mhm. Même pour plus tard, même pour votre vie en dehors du sport. Enfin, il y a plein de choses que vous apprendrez. Donc, je vous encourage vraiment à aller dans cette direction et à prendre conscience de l'importance de la nutrition au-delà du sport. Voilà, je me répète. Donc voilà, bah moi je suis très content. Je savais que ça allait être cool hein, ce podcast. Hein. Moi aussi j'avais hâte. Donc si vous l'avez aimé, bah vous likez, vous commentez. Je voulais le faire déjà depuis plusieurs épisodes, mais là on va vraiment le faire. C'est que vous allez mettre des questions que je vais poser au prochain invité pour créer vraiment de l'interaction entre l'audience et les invités que je reçois. Donc, notez-moi ça en commentaire et je poserai les questions sur le prochain épisode. En tout cas, bah, Mathieu, moi je te souhaite. Il est quelle heure chez toi là? Parce Là, il qu'il. est 10 heures au Brésil, Ah oui, voilà, c'est le matin et nous il est 15 heures. début de journée. Donc, tu vas aller faire du surf là. Là, on a une session entraînement et une session entraînement street justement cet après-midi. Là, je vais faire pas mal de pull-ups, je crois. Ok. Bah, bon entraînement, mec. Et puis, de toute façon, Merci. je te dis à très vite et je te souhaite une bonne journée. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.